d'enquête Uberfly, donc c'est pour ça qu'on est ravis de t'avoir avec nous, pour que tu nous livres évidemment ton regard sur la sous-traitance. Et qu'est-ce que tu as découvert ou qu'est-ce que tu as pu voir au travers de cette commission d'enquête, des dérives, de ce qu'il est possible demain de faire, y compris politiquement, pour lutter contre ces dérives-là? Merci, merci Thomas. Et d'abord, voilà, merci à toutes celles et ceux de l'équipe de Thomas qui ont organisé ce colloque. Et merci notamment à Hervé Street et toute la caravane de la sous-traitance qui est, je pense, à l'origine de pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors moi, je ne vais pas forcément faire la parole du politique, généralement de fin de table ronde qui donne les perspectives, parce que les perspectives, c'est de fait le travail législatif que vous allez faire autour de la sous-traitance et de la nouvelle loi d'encadrement sur laquelle vous voulez bosser. Moi, à la limite, je serai la parole du politique qui revient un peu en arrière. Comment l'articulation s'est faite entre ubérisation et sous-traitance? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander, Bocquet, Simonet, les rapporteurs de la commission d'enquête Uberfly, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute entre la sous-traitance de la livraison et le scandale des Uberfly, qui au départ est quand même d'abord le scandale de une plateforme américaine qui bafoue le droit, qui impose l'état de fait à l'état de droit en France, soutenu par Emmanuel Macron qui va l'aider. Et bon, donc on n'est pas au point de départ dans la question de la livraison et de toute la sous-traitance en cascade de surexploitation de petites entreprises, quoi. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant quand on se replonge dans le début du développement d'Uber, c'est que dès le début, quand Uber s'implante en France, qu'est-ce qu'ils font? Travis Kalanick, qui est le patron, le PDG d'Uber Monde à ce moment-là, dans chaque pays, il envoie d'abord des bons gros lobbying, hein, des cabinets d'audit des cabinets d'avocats qui vont éplucher les failles du droit. Hein, et Uber a toujours théorisé qu'ils assumaient un lobbying agressif et qu'ils assumaient, hein, c'est dans leur stratégie d'être non respectueux de la loi. Donc d'ailleurs, on a récupéré dans les documents Uberfly, vous savez, c'est toutes les pièces qu'un lanceur d'alerte, Mark Magan, qui était ancien lobbyiste d'Uber, a rendu publiques, et un consortium de journalistes les a travaillées. Il y a une de ces pièces qui est assez intéressante, c'est un griffonné à la main d'une réunion, et c'est The Pyramid of Shit. Alors, je ne suis pas très bonne en anglais, mais là, je comprends. Donc, la pyramide de merde. Et donc, ils assument qu'ils vont enfreindre les lois, qu'il va y avoir... qu'ils vont subir des perquises, qu'il va y avoir... qui vont avoir des inspectrices du travail insupportables, qui vont avoir ensuite des avocats qui ne seront pas toujours leurs obligés, mais qui seront peut-être en phase 2. Bon, ils le savent tout ça. Et dans la concurrence qu'ils vont mener contre les chauffeurs de taxi en développant le modèle Uber, ils vont tout de suite essayer de s'engouffrer dans des failles juridiques. Et à ce moment-là, alors c'est un peu technique, à ce moment-là, donc vous aviez la profession de taxi, juste avant Nicolas Sarkozy au pouvoir avait commandé un rapport à Attali, la libération de la croissance, hein, libération, on vous chope le mot de la résistance pour casser les acquis du Conseil national de la résistance. Et puis c'était d'ailleurs un jeune énarque qui était le scribouillard de ce rapport, et c'était Emmanuel Macron, voilà. Et à ce moment-là, il crée le statut de chauffeur véhicule de tourisme avec chauffeur. Un VTC à ce moment-là veut dire véhicule de tourisme avec chauffeur, et ils vont créer le statut d'auto-entrepreneur. Mais en fait, dès le début, quand la plateforme arrive, Uber en France, ils vont se rendre compte qu'il y a une autre faille assez sympa, je schématise un peu évidemment, mais il y a une autre faille assez sympa dans la légalisation française, hein, pour Uber, hein, sympa pour Uber, c'est qu'il y a un statut loti capacitaire. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, ça permettait à des chauffeurs d'exercer le métier de chauffeur, hein, sans avoir besoin ni d'avoir la licence de taxi, qui coûte voilà, très cher et qui est très réglementée, ni la licence de VTC. Et donc, sous prétexte de transporter plusieurs personnes à la fois, c'est ça les lotis capacitaires, eh bien, on avait donc des petites boîtes qui pouvaient se créer et qui pouvaient embaucher des personnes qui n'avaient pas besoin d'avoir cette licence. Et donc, dès le début, Uber a profité de cette faille-là pour inonder de chauffeurs, parce que du coup, ils ont poussé à la création de plein de boîtes qui devenaient un statut de sous-traitance. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, ces boîtes? En fait, elles faisaient croire, elles faisaient des promesses d'embauche, comme si elles allaient commencer des démarches d'embauche, mais elles ne les confirmaient jamais jusqu'au bout. Et en fait, on avait donc des personnes
qui n'avaient pas la formation pour être chauffeur VTC, qui n'avaient pas non plus de contrat de travail salarié, qui pouvaient être payés complètement au black, en liquide, ou bien en statut entrepreneur. Mais en tout cas, vous aviez tout d'un coup cette concurrence déloyale énorme qui arrivait face à la profession réglementée de taxi. Et donc, on avait une paupérisation des chauffeurs de taxi d'un côté et en même temps une surexploitation de l'autre. Et cette articulation, en fait, sous-traitance et ubérisation, elle va continuer sous plein de formes différentes. Donc, vous avez cette forme-là au départ. Bon, puis finalement, avec les batailles qu'il y a pu avoir, il fut ensuite interdit d'avoir recours à ce statut loti capacitaire. Mais à chaque fois, ils ont trouvé d'autres failles. Brahim Ben Ali racontait dans une audition de la commission d'enquête Uber Files, par exemple, que pendant le Covid, eh bien, Uber avait proposé à ses chauffeurs d'avoir une mission supplémentaire et de répondre à une application supplémentaire qui était de la livraison de colis. Et là, tout d'un coup, ils oubliaient complètement que pour la livraison de colis, il y a une licence capacité de marchandises de moins de 3,5 tonnes et que si vous ne l'avez pas, c'est une activité illégale. Mais voilà, c'est-à-dire que dans l'approche disruptive, c'est vachement bien ce mot, je hais ce mot, c'est-à-dire qu'on vous balance dans la gueule un mot qui est comme ça, disruption, très innovant, très moderne, et qui empêche de penser. Ah ben puisque c'est disruptif, c'est moderne et ça devrait être acceptable. Non. En fait, par une approche volontairement d'imposer un état de fait, un état de droit, il s'auto-autorise à bafouer toutes les réglementations du code du travail, de la concurrence, des professions réglementées. Et on va voir se développer le recours à la sous-traitance encore plus dans tout ce qui est livraison et tous les témoignages que vous avez eus dans la journée corroborent cela. Mais je les compléterai en donnant un exemple qui est Stuart. Je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin. Stuart, c'est une filiale de La Poste également. Quand même, La Poste, c'est une entreprise publique. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas accuser une entreprise publique d'être dans l'illégalité? Ben si, vous l'avez vu avec d'autres filiales de La Poste. Et en fait, Stuart, qui a beau être une filiale de La Poste, a fait l'objet, a eu recours à de la sous-traitance en cascade, et d'ailleurs a été condamné. Enfin, a été condamné très faiblement. Stuart, par exemple, il y a eu une enquête de l'OCLTI. Donc l'OCLTI, je ne sais jamais toutes les lettres, mais grosso modo, c'est les flics contre le travail illégal. Donc je les apprécie beaucoup, ces policiers-là. Voilà, ils sont très utiles. Et donc sur les années 2015-2016, ils vont enquêter sur Stuart pour travail dissimulé, mais aussi pour ce recours à des entreprises de transport et de sous-traitance. Et donc, ils vont les poursuivre pour prêt illicite de main-d'œuvre. Parce que, en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que le mécanisme de Stuart pousse, en fait, à créer des petites sociétés qui ne vont pas durer plus d'1 an. Donc, comme elles ne durent pas plus d'1 an, elles ne sont pas soumises aux contrôles fiscaux. Hein, elles ferment au bout d'1 an. Et donc, ces entreprises-là vont jouer de la sous-traitance à la sous-traitance avec des auto-entrepreneurs ou des personnes payées carrément en liquide sans aucune déclaration. Mais ils vont dissoudre très rapidement les entreprises et puis ils en recréent d'autres sans arrêt. Et on a comme ça un Samir Yalaoui qui a été lanceur d'alerte qui a pu montrer que lui avait, dans ce système-là, été contraint de créer 8 sociétés sur les conseils de Stuart lui-même et en n'ayant que 365 jours d'activité. Et le travail au noir, en fait, passait vraiment, comme le dira l'humanité, comme une lettre à la poste. Voilà, le beau jeu de mots journalistique. Et il avait pu faire, par exemple, pour Stuart, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il avait recruté près de 10 000 chauffeurs en 6 ans, sans jamais déclarer personne, sans aucun contrat, sans aucune facture. Tout ça en faisant appel à des sociétés de sous-traitance en cascade. Et le problème, c'est que s'il y a eu une condamnation de Stuart pour prêt de main-d'œuvre illicite, donc prêt de main-d'œuvre illicite dans cette cascade de sous-traitance, sur le travail non déclaré, et en fait, le fait qu'il y aurait dû avoir on aurait dû pouvoir démontrer le lien de subordination et une requalification salariée
de tous ceux qui finalement travaillaient. S'ils ont perdu, c'est pas parce que la justice a estimé qu'il n'y avait pas de travail qui aurait justifié d'être qualifié en salarié, mais c'est que dans la procédure, il y avait eu seulement 8 livreurs qui avaient été entendus dans la procédure, avec cette difficulté qu'il fallait que les livreurs soient volontaires ou co-signent, je crois, leur témoignage. Donc vous voyez quelque chose d'extrêmement extrêmement difficile. Mais je donne cet exemple parce que ça permet de montrer, si ça se passe comme ça à la Poste, c'est bien parce que dans les plus hauts sommets de l'État, ces pratiques totalement illégales, on ferme les yeux, voire même on théorise. Et ça, je reviens du coup dans l'objet de l'enquête. Évidemment que ce qu'on connaît plus dans le modèle de l'ubérisation, c'est des entreprises, une plateforme n'est qu'une entreprise, mais qui font croire qu'elles sont juste des entreprises de mise en relation numérique entre un ou une travailleur et puis un client, ou une cliente, qui peut être une société ou un particulier. Et comme on ne fait que de la mise en relation, l'entreprise n'est pas employeur, il n'a pas d'obligation, et donc d'ailleurs c'est des travailleurs indépendants. Je pense que Leïla Chebbi qui a rejoint, racontera toute la bataille à l'échelle européenne pour instaurer une directive de présomption de salariat et pour casser tout ça et pour montrer, écoutez, puisque partout dans le monde, il y a des décisions de justice qui démontrent bien que les travailleurs auto-entrepreneurs sont des faux indépendants et sont subordonnés à la plateforme qui leur fixe les tarifs, qui les contrôle et qui peut se débarrasser d'elles du jour au lendemain sans contrat préalable de licenciement, sans avis préalable de licenciement. Bon, à ce moment-là, il faut les requalifier en salariés. Donc on voit d'habitude que cela sous l'ubérisation. Mais à travers l'abus de travailleurs indépendants, vous allez avoir aussi l'abus de sociétés de sous-traitance qui elles-mêmes vont profiter des travailleurs indépendants. Et on peut même aussi estimer que tout cet abus de Stuart dans la filiale La Poste est indirectement aussi à l'origine de tous les abus qui ont été décrits par Hervé Street et l'ensemble de ses collègues, l'ensemble des entreprises de sous-traitance, parce que c'est bien du fait d'une concurrence déloyale qui n'est absolument pas ou très peu contrôlée d'un côté que les autres vont jouer de cette pression de l'autre. Je ne sais pas si j'ai été très claire, c'est que nous avions été trop gâtés au buffet associatif et il faut réveiller tout le monde. Mais au sommet de l'État, on voit bien que Emmanuel Macron, pendant les années d'Uber Files, en fait, a été celui qui a aidé l'implantation et le développement d'Uber. Et notre enquête parlementaire, dont je suis rapporteur, essaye de démontrer, de comprendre ce qui se révèle d'audition en audition, c'est qu'entre 2017 et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement et les administrations publiques? Eh bien, on a pu, hélas, se rendre compte que s'il y a eu des démarches juridiques, d'inspecteurs ou inspectrices du travail, de l'URSSAF, c'est parce que dans ces corps-là, on a des personnes très engagées en termes de principes de défense du Code du travail, de valeurs républicaines. Donc c'est à la fois uniquement à l'initiative d'inspectrices ou d'inspecteurs ou à l'initiative des travailleurs surexploités qu'on a les opérations de contrôle, les opérations de justice en administratif ou en pénal d'un côté. Mais qu'il n'y a pas eu d'impulsion de la direction, par exemple, générale du travail, qu'il n'y a pas eu d'impulsion des ministères vis-à-vis de la direction générale du travail. On a même pareil pour tout ce qui est fiscalité et impôts, parce que les plateformes, elles sont pas mal de payer leurs obligations. Au contraire, elles sont pro dans l'évasion et l'optimisation fiscale. Bon, on a carrément une réponse de la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, qui nous répond à la commission d'enquête parlementaire. Nous n'avons jamais reçu de consignes ministérielles pour contrôler particulièrement les plateformes. Alors vous imaginez, s'il n'y a aucune consigne, il y a les manquements de l'État à l'arrivée. Et pire que cela, ce qu'on est en train de découvrir et bien analyser, c'est qu'à partir de 2017, Uber se dit, bon quand même, on y va comme des bœufs, comme des brutes dans les différents États membres, où on veut dans tous les pays où on veut s'implanter, on ne respecte pas la loi et on impose l'état de fait à l'état de droit. Bon, mais peut-être qu'il faudrait des fois avoir d'autres stratégies quand on peut avoir des vrais partenaires. Et là, en France, ça tombe bien, c'est son pote. C'est le pote d'Uber qui arrive au pouvoir. C'est Macron. Donc du coup, la stratégie d'Uber va totalement changer. Et Dara Khosrowshahi, qui est le patron, le PDG d'Uber Monde que nous avons auditionné, a été transparent.
Et il nous a dit, eh bien, de l'ère de la confrontation des années des Uberfall, je vous assure, maintenant on ne fait plus ça, maintenant on a compris que ce n'était pas correct de se comporter comme ça. Et d'ailleurs, en France, on en est maintenant à l'ère de la collaboration. Ben ouais, ils collaborent super bien avec Macron, et Macron le leur rend très bien. Et je terminerai par là. La stratégie d'Uber, c'est de dire, non, mais il faut un dialogue social, il faut, pour concéder des droits sociaux aux travailleurs. Et Macron et Madame Borne, avant elle, Madame Pénicaud, après elle, Monsieur Dussopt, donc les 3 ministres du Travail successifs, ont créé une autorité de relations des travailleurs des plateformes avec une participation aux élections dérisoire de 2 à 3%. Et puis ils vont concéder des petits droits sociaux à travers des accords sur des tarifs minimums de courses et de livraison. Et moyennant quoi, ils s'appuient là-dessus pour dire surtout, pas de requalification salariée. Alors certes, on n'est pas directement dans la question de la sous-traitance, mais ils font ce pseudo-dialogue social pour ne pas avoir assumé l'obligation d'employeur de requalification salariée et que tout le monde s'occupe d'autre chose. Et pendant ce temps-là, dans ces secteurs-là, il y a tout ce que vous avez décrit et que vous dénoncez sur la sous-traitance. De la même manière, on n'a pas regardé, on doit passer à autre chose puisqu'il y a un dialogue social exemplaire. Enfin voilà, j'espère que ce n'est pas trop décousu pour vous, mais que vous comprenez, je pense qu'il y a un véritable lien entre l'ubérisation qui est vraiment comment casser toutes les réglementations et une des conséquences qui est la sous-traitance, même s'il y en a d'autres, d'où l'enjeu de la bataille qui est menée par la caravane pour faire entendre les petites entreprises qui en bout de la chaîne subissent ça et se retrouvent à soit le suicide, soit le hors-la-loi, alors qu'au point de départ, les gens ont créé des entreprises pour créer de l'emploi, pour une fierté de travail correctement accompli, dans le respect. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument restaurer l'état de droit. Et je terminerai vraiment, n'oublions jamais que l'idée de la Startup Nation de Macron a toujours été dit de manière assumée. Son objectif, c'est une société sans statut, une société post-salariale, où on supprime les cotisations sociales et où c'est la déréglementation. Et là, on a le moyen de dire, entre travailleurs ubérisés, travailleurs qui pour l'instant ne le sont pas, et chefs d'entreprise, artisans, il y a une convergence d'intérêts à travers la lutte contre l'ensemble de ces abus. Et c'est par la réglementation qu'on préserve toutes et tous, d'où l'enjeu, au contraire, de remettre du législatif et du réglementaire pour empêcher tous ces abus. Voilà. Merci pour vos témoignages. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Daniel, parce qu'effectivement, on peut s'interroger pourquoi mettre la question de l'ubérisation dans une table ronde ou une journée de sous-traitance. C'est parce que tout ça est lié. Et tu l'as très bien dit, c'est le modèle d'Emmanuel Macron, c'est un modèle de gens qui sont exploités au détriment d'une minorité qui s'enrichit sur leur dos. Et c'est aussi parce qu'on voulait mettre en lumière leur rôle et plutôt même le renoncement du pouvoir politique face aujourd'hui à ces sociétés-là qui, je l'ai dit ce matin, étaient toutes puissantes. Et le rôle du politique, il est central parce que tu évoquais tout à l'heure la question du contrat type dans la sous-traitance et on a une responsabilité qui est celle de faire la loi. Tu évoquais le manque de moyens à l'inspection du travail, le manque d'inspecteurs pour pouvoir assurer vos fonctions de manière le plus efficace possible, ce qui n'est malheureusement pas le cas, et je l'ai dit, dans ce département.
Et nous, on est aussi responsable de voter des budgets et de donner des moyens à l'inspection du travail. Et effectivement, Daniel, tu as évoqué la question d'Uber et plus que de la complaisance, de la compromission et une entente main dans la main entre Emmanuel Macron et Uber pour faire en sorte qu'il puisse s'installer sur les territoires et qu'il mène la vie qu'il a envie de mener. Et tu as dit une formule qui m'a marqué, je crois que je la ressortirai souvent dans les prochaines réunions, c'est soit suicide, soit hors la loi. C'est ça quand même qui est au final qui est la finalité de la sous-traitance, de l'ubérisation de notre société, c'est-à-dire qu'on pousse des gens soit à devenir des gens qui sont hors la loi, soit à dire finalement je n'y arrive plus donc je me suicide. Donc c'est quand même un constat qui est particulièrement terrible. Mais je veux aussi dire que tout n'est pas noir dans cet horizon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et qui se battent. Daniel en fait partie avec cette commission qui est pour nous un formidable point d'appui pour les batailles de demain, parce qu'on aura, elle ne l'a pas dit, mais bientôt la publication de son rapport qui va mettre en lumière un certain nombre de choses, et il faudra être nombreux à le relayer, parce qu'on a face à nous un rouleau compresseur médiatique qui n'est pas du côté de celles et ceux qui défendent les sous-traitants, de celles et ceux qui défendent les salariés ubérisés. Donc il faudra aussi que dans la mobilisation citoyenne, les gens s'emparent de ce rapport, s'emparent de ce qu'il dit pour le diffuser à grande échelle et rappeler combien ce gouvernement est aujourd'hui pas là pour servir l'intérêt général, mais plutôt pour servir les intérêts de ceux dont il est les obligés, c'est-à-dire les multinationales et les ultra-riches. Et juste avant qu'on aille boire un café pour ouvrir l'autre table ronde, il y a des gens qui se battent dans ce pays, qui se battent à l'échelle européenne pour faire en sorte que tout ça n'arrive pas. Nous aurons à la prochaine table ronde, et j'en amorce juste un mot pour dire qui va intervenir. Il y aura Leïla Chaibi, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui, qui est députée européenne et qui mène un combat incroyable depuis des années sur cette question de la sous-traitance, sur la question des travailleurs détachés, et qui a d'ailleurs fait bouger pas mal de choses, et elle en dira un mot tout à l'heure. On aura Rachel Keke, que tout le monde ici connaît, que je ne présente plus, qui a été à la tête d'une bataille sur les femmes de chambre, qui a été victorieuse. Je ne sais même plus, c'est 16, 17, 18 mois de bataille pour tordre le bras à un grand groupe hôtelier, le groupe Accor, qui faisait de l'esclavage moderne. Et on aura Brahim Ali Ben Ali, qui est lui à la tête d'un syndicat sur les VTC, et qui se mobilise justement lui aussi contre les dérives d'Uber pour que des gens puissent vivre dignement de leur travail. Donc effectivement, on est face à une machine qui est organisée, avec un État qui sert les intérêts d'entreprises qui sont déjà toutes puissantes, mais malgré ça, ils n'ont pas réussi aujourd'hui à broyer toutes les solidarités. Ils n'ont pas réussi à faire en sorte que les gens refusent de se battre, et on voit que partout dans ce pays, partout en Europe, des gens continuent de mener le combat, continuent à défendre le fait qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est pas d'être exploité au travail, c'est pas de savoir si on doit se suicider ou être hors la loi, c'est pas de savoir si à la fin du mois on doit payer son loyer ou se loger, c'est pas de savoir si demain on aura un boulot, si on va se pointer et que la boîte aura déménagé de site et on n'aura plus d'emploi et on ne sera pas payé. Il y a des gens qui sont en train de porter un autre modèle de société, et c'est une bataille qui est majeure, c'est une bataille qui est très importante, et le type d'initiative qu'on organise aujourd'hui, il a aussi pour objectif de créer des passerelles et des liens entre celles et ceux qui mènent des batailles dans des secteurs qui parfois paraissent éloignés, mais quand on discute avec les uns et les autres, finalement les conséquences sur leur vie quotidienne sont les mêmes, celles de gens qui sont exploités, qui sont démunis, qui sont isolés, et qui finalement, quand ils se regroupent entre eux, ont la capacité d'imposer des décisions et de faire plier des donneurs d'ordre, et aussi d'avoir un rapport de force politique. Et j'en termine là-dessus, parce qu'il y a une responsabilité du politique, et il ne faudrait pas la passer sous silence en disant que ce que j'ai esquissé ce matin, que les multinationales sont les seules responsables. Non, elles ne sont pas les seules responsables. Elles profitent aujourd'hui d'un système qui est taillé sur mesure pour elles, par des gouvernements qui servent leurs intérêts, qui ont un agenda libéral. Et on peut reconnaître au moins une chose à Emmanuel Macron, c'est qu'on sait à qui on s'affronte. C'est quelqu'un qui n'a jamais caché son agenda, qui n'a jamais dit qu'il était là pour salarier les gens, pour faire en sorte qu'ils aient des travails avec des conditions dignes. Non, il est là pour fracasser tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des conquis sociaux, tout ce qui fait les solidarités, tout ce qui fait que les gens puissent vivre dignement. Tout ça ne les intéresse pas. On a évoqué un certain nombre de réformes, que ce soit la réforme des retraites, la réforme du RSA, la casse du droit des chômeurs. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont mises en place depuis plusieurs semaines avec une accélération qui fait qu'on va vers des horizons qui peuvent être très noirs et dangereux s'il n'y a pas de mobilisation collective pour mettre un coup d'arrêt à cette logique-là, parce qu'on voit que des gens souffrent, que des gens meurent, que des gens n'ont plus de porte de sortie, ils sont en énorme difficulté. Donc c'est aussi l'objectif de ces tables rondes et du travail législatif qu'on va enclencher à certains pour avoir une réponse politique à une situation qui pour nous est inacceptable.
Et il y a beaucoup de batailles à mener. Donc je vous remercie encore une fois d'être là aujourd'hui, parce que ce n'est pas des sujets qui sont souvent grand public, si vous me permettez l'expression. Ce n'est pas des sujets sur lesquels on arrive à forcément mobiliser largement, parce qu'il y a toute la question de l'explosion du salariat et de l'éclatement des collectifs du travail. Je l'ai dit en aparté tout à l'heure, si j'avais organisé ce matin, on avait organisé une réunion sur la défense du service public ferroviaire, on aurait mis 500 cheminots dans une salle sans aucun problème, en appuyant sur un bouton avec les réseaux qu'on a. Parce que c'est des batailles qui sont menées depuis longtemps, avec des gens qui sont déjà organisés collectivement, qui sont structurés et qui ont l'habitude de réagir ensemble, qui ont l'habitude de travailler et de mener des batailles collectives parce qu'ils sont structurés de la sorte. Et là, aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, c'est aussi comment on organise ces gens-là qui sont isolés sur leur territoire. Je pense tout à l'heure à l'échange que j'ai eu avec une personne qui a une entreprise de sous-traitance à Gennevilliers, qui m'a raconté le quotidien, notamment comment elle est en difficulté par rapport à Carrefour sur la livraison. Et c'est effectivement de ces petites expériences, de ces découvertes de gens qui sont dans la difficulté, qui sont seuls face à des mastodontes. C'est comment on arrive à faire le lien avec toutes ces personnes-là pour avoir un cadre collectif, parce que nous, notre seule arme, c'est le rapport de force, c'est la question collective, c'est la question de mettre ensemble les salariés, les travailleurs, les sous-traitants, les gens qui n'ont pas de contrat, toutes celles et ceux qui au final sont exploités, parce que la majorité du monde salarié elle est exploitée, que vous soyez aujourd'hui agent de maîtrise, cadre, au final, vous êtes peu décideurs du quotidien, vous êtes peu décideurs de ce qui vous arrive, et quel que soit votre niveau de revenu à un certain moment, quand vous le mettez en face du travail que vous rendez, des heures de travail que vous faites et des conditions dans lesquelles vous l'effectuez, vous êtes victime de quelques-uns qui décident pour vous et qui organisent votre vie. Donc voilà, c'était important d'avoir cette journée-là, et on aura juste après le café un moment d'échange avec celles et ceux qui ont mené des batailles victorieuses, qui sont en train de faire bouger les lignes pour dire et terminer cette journée. C'est aussi un moment d'espoir que non, c'est pas le modèle de demain, c'est pas l'ubérisation et la sous-traitance. Il y a d'autres choses et d'autres chemins qui sont possibles. Des gens mènent des batailles depuis des années, ouvrent des espoirs, et ils ont besoin d'être soutenus largement, et qu'il y ait une massification de la bataille, que ça devienne un sujet d'intérêt général, que ça devienne un sujet qui est porté dans toutes les strates de la société. Et moi j'ai bon espoir, parce qu'il y a un regard qui est porté par les gens aujourd'hui. La question du travail, elle a changé, elle a été bouleversée par notamment la crise sanitaire, le regard qu'on portait avant sur notre propre travail, sur comment on se vivait au travers du travail, ou pour certains, et c'est pas péjoratif, mais c'était comme ça, ils se projetaient uniquement sur leur travail. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait autre chose, et que le travail n'était pas la seule chose qui donnait du sens à la vie. Et cette bataille-là, on est en train de faire changer le rapport de force, de faire évoluer les consciences là-dessus, et il faut continuer à la mener très fortement, parce qu'on a face à nous des gens qui sont prêts à tout, qui sont prêts à passer en force. Ça, on l'a découvert comme parlementaires, qui ont des appuis très puissants, qui ont une presse aux ordres, qui ont des gens qui ont directement... Quand nous, on met 8 heures pour avoir une réponse sur une question d'un ministre, eux, en 2 SMS, ils donnent un rendez-vous. Donc c'est aussi la difficulté à laquelle on est confronté. Et leur plus grande peur, c'est que les gens en face d'eux s'organisent. C'est leur plus grande peur, c'est que les gens en face, ils se disent, mais on a les mêmes problèmes, comment on les résout ensemble, et comment on fait reculer ces gens. Parce que des gens avec des problèmes qui restent dans leur coin, très sincèrement, ils espèrent que ça, parce qu'ils savent qu'ils gagnent face à ces gens-là. Parce que quand vous êtes tout seul, pour mener la bataille et affronter des gens qui sont organisés, qui ont de l'argent, qui ont des moyens, alors que vous avez juste votre force de travail pour vivre, et pour même survivre aujourd'hui, c'est très difficile, et beaucoup de gens renoncent, et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que c'est important de s'organiser, et c'était important pour nous de tenir cette initiative, et je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir accepté notre invitation, et on va continuer dans les semaines et les mois à venir à mener cette bataille, puisque aujourd'hui c'était un point d'étape dans la préparation d'un travail législatif qui débouchera sur une proposition de loi sur la question de la sous-traitance, de tous les ravages qu'elle engendre aujourd'hui.